Bonjour, Bonjour, comment ça va? et vous? Ça va très bien, je te remercie. Alors, du coup, tu m'as donné un petit programme de révision pour le stage, à savoir les... du côté français, tout ce qui va être théâtre, vocabulaire du théâtre, et en histoire, la Renaissance. Donc, j'ai décidé de faire un petit peu des séquences croisées. Donc, on va commencer par tout ce qui va être français, le théâtre et son vocabulaire. Demain, on verra la Renaissance. Du coup, ça te laissera un petit peu de temps pour apprendre le vocabulaire du théâtre et on reviendra dessus après-demain. Donc pour la troisième séance du stage. Alors, pour aujourd'hui, du coup, je t'ai préparé notre première séquence concernant le théâtre. Évidemment, j'ai mis tous les mots de vocabulaire que j'ai jugés utiles dans ton apprentissage de ce qu'est le théâtre. Néanmoins, avant, j'aimerais qu'on fasse une petite introduction par rapport à ça. Au programme de seconde, c'est le théâtre du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Il y a pas mal de choses à savoir du coup, ça regroupe pas mal de siècles. Donc, on va essayer d'étudier tout ça dans le bon ordre afin que ce soit beaucoup plus compréhensible pour toi. Déjà, est-ce que tu as commencé à étudier le théâtre en classe? Est-ce que ça te Oui, dit un petit peu quelque chose? oui. Tu avais vu des œuvres? Oui. Lesquelles? Euh, la dernière œuvre qu'on a lue, c'est Les Esclaves. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu trouves que le vocabulaire est difficile? Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Est-ce que déjà tu as compris un petit peu ce qu'on attendait au lycée quand on vous demandait d'étudier le théâtre? Apparemment. Pas vraiment? Bon, alors on va revoir ça. Déjà, on va retracer toute l'histoire du théâtre que vous devez étudier. Il faut savoir que le théâtre, il est né à l'Antiquité, donc plus précisément chez les Grecs. Et là, on observait déjà deux formes de théâtre, les comédies et les tragédies. Ok. Et le théâtre avait pour vocation bon, ben, déjà à divertir, mais surtout à instruire. Autrement dit, on devait trouver une fonction un petit peu morale au théâtre. Et c'était pas simplement juste regarder pour regarder, mais il fallait bien en tirer quelque chose. Il fallait vraiment avoir cette dimension d'apprentissage au théâtre. Mais bon, nous, on doit s'intéresser au théâtre à partir du XVIIe siècle et c'est ce qu'on va faire. Alors, donc, je vais un petit peu te présenter le théâtre au XVIIe siècle. Alors, au XVIIe siècle, on est à l'âge classique et le théâtre français, il est dominé par le classicisme. Est-ce que tu sais ce que c'est un petit peu le classicisme? Non. Le classicisme, c'est un mouvement artistique, ça fait déjà une définition en plus, un mouvement artistique prônant l'ordre, la clarté et la bienséance. Je reviendrai sur la bienséance plus tard. Mais en tout cas, c'est une période où on va vouloir que tout soit droit, tout soit millimétré et tout soit orchestré. C'est du coup ce qu'on appelle le classicisme. Chaque pièce de théâtre doit suivre des règles bien précises pour être conforme à ce qu'on attendait du théâtre à l'époque. Les principaux dramaturges à cette époque-là, c'est Corneille, Racine et Molière. D'accord? Ok. Molière, c'est tout ce qui va être de la comédie, tandis que Corneille et Racine, ça va plus être la tragédie. Et dans la tragédie, il y a le respect de trois règles, histoire que le théâtre soit bien conforme. Ces trois règles, ça va être les trois unités, la bienséance et la vraisemblance. Les trois unités, c'est tout simplement l'unité de temps, l'unité d'action et l'unité de lieu. Autrement dit, l'histoire, elle doit se dérouler en un seul jour, en un seul lieu, et il ne doit y avoir qu'une seule intrigue, enfin qu'une seule histoire dans la pièce.
Ça, c'était pour la règle des trois unités. Ensuite, on a la règle de vraisemblance. La règle de vraisemblance, c'est tout simplement que la pièce doit faire vrai, qu'il ne doit pas y avoir de fantastique ou tout ce qui n'appartient pas au quotidien, tout ce qui ne peut pas être admissible, en gros. Vraisemblance, ça vient tout simplement de vrai. Et la troisième règle, c'est la règle de bienséance. La règle de bienséance, c'est tout simplement qu'il ne doit pas y avoir de choses choquantes représentées sur la scène, comme des injures, de la violence, etc. Ok. Les pièces, elles sont généralement divisées en actes, le plus souvent en 5 actes, et ça respecte une structure héritée de la tragédie grecque. C'est une scène assez dépouillée, on va pas trop mettre dans les décors, on va plus se concentrer sur les personnages. Les décors, ils sont suggérés, bon, ils sont assez minimalistes. Tout ce que j'explique, c'est noté dans le vocabulaire. Là, je te mets juste ce qui n'est pas dedans. Très noté, ensuite, on a la tragédie. La tragédie, c'est un terme de vocabulaire assez important dans le théâtre. Est-ce que tu l'as déjà étudié, la tragédie? Est-ce que tu vois un petit Euh, peu ce que c'est? de mémoire, oui. Ok, alors qu'est-ce que te dit ta mémoire? Comment tu pourrais définir la tragédie? Bah, euh, la tragédie, c'est quelque chose en gros où il y a un moment où en fait ce sera fatal. Il y aura toujours un mort à un moment. Mais c'est exactement ça. C'est une bonne définition de la tragédie. La tragédie, c'est cette notion de fatal dans une pièce de théâtre ou dans toute œuvre littéraire d'ailleurs. Plus particulièrement, la tragédie, elle va mettre en scène des personnages de rang noble qui sont confrontés un petit peu à des dilemmes et à des passions. Donc pourquoi des personnages de rang noble? Tout simplement parce qu'on imaginait durant l'Antiquité et après, durant l'époque classique, que les nobles éprouvaient des émotions beaucoup plus distinguées telles que l'amour, la peine, etc. Et que les personnages du coup qui n'étaient pas nobles, les gens du peuple, bah, ils se prêtaient plus à la comédie, à des choses plutôt drôles, à se taper dessus, à se bagarrer, etc. Donc tout ce qui pouvait servir à la comédie. Ok. Est-ce que ça va? Oui. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les films aujourd'hui. On voit que dans les comédies, c'est plus des personnages qui sont assez, non pas bêtes, mais qui sont assez rigolos, qui parfois manquent un petit peu de connaissances, un petit peu de culture. Bon, voilà. En tout cas, à l'époque, on pensait bien que les personnes de rang noble se prêtaient plus à la tragédie, donc l'émotion de vraies émotions, enfin des émotions plutôt nobles, la peine, la tristesse, la mélancolie, et que dans la comédie, on utilisait des gens du peuple, des gens qui se bagarraient, qui se tapaient dessus, qui étaient plutôt drôles, qui manquaient assez de culture, etc. Donc on prenait des personnages nobles et on leur faisait subir pas mal de passions, donc des passions amoureuses, etc., familiales. On les mettait en face de dilemmes moraux. En gros, ils devaient choisir entre ce qu'ils voulaient réellement et leur devoir moral, leur devoir en tant que personnage de rang du coup. Et il y a cette notion de fatalité. De fatalité, pourquoi? Parce que les personnages savent qu'ils vont souffrir et parfois même ils savent qu'ils vont mourir. Et toute la tragédie repose sur ça, sur cette fatalité, en quelque sorte. Ok. Du coup, les pièces, elles sont souvent écrites en alexandrin, donc des vers de 12 syllabes. Encore une fois, pour respecter cette rigueur classique. Voilà. Ensuite, on a la comédie, du coup, qui était à la même époque que la tragédie. Et la comédie, ça sera surtout avec Molière. Donc, on aura des tableaux très satiriques. On se moque un petit peu de la société, du coup, de ce siècle-là.
On va mettre en avant vraiment des défauts de la société et on va les accentuer jusqu'à les rendre ironiques, enfin vraiment très très drôles pour qu'on puisse se moquer, qu'on puisse les ridiculiser et tout simplement en tirer une leçon. Donc là, ça va être axé sur les quiproquos, autrement dit les malentendus, les déguisements et des situations comiques. Bon voilà, on va accentuer les défauts des gens pour s'en moquer. Pour l'instant, c'est tout ce que tu dois retenir de la comédie. Ok. Alors, on distingue. En tout cas, c'était très intéressant concernant la fatalité. Du coup, ensuite, j'ai le théâtre au XVIIIe siècle, logique. Hop. Rassure-toi, il ne nous reste plus que 2 siècles à faire. Bon, au XVIIIe siècle, c'est une période de transition. Donc le théâtre va continuer de s'appuyer sur les formes classiques, mais il va commencer à explorer de nouvelles voies, comme la comédie larmoyante. Du coup, c'est un genre assez hybride, donc qui mêle des éléments comiques, pathétiques. Donc, autrement dit, on va se servir de la comédie, mais aussi pas mal de choses un petit peu pathétiques, ça veut dire tristes. Donc, on va faire les deux, des choses drôles et des choses tristes au sein d'une même pièce de théâtre. Et ça vise à susciter l'émotion du public, présenter des situations familiales assez touchantes, etc. Bon, donc on a les comédies larmoyantes. Alors, on va mettre conservation de l'héritage classique tout en explorant de nouveaux thèmes. Du coup, là, on a les comédies larmoyantes. Larmoyante, ça vient de larmes. Et on a les Lumières. Donc, ce fameux siècle des Lumières, d'ailleurs, que tu vas voir un petit peu avec la Renaissance en histoire, enfin, qu'on va voir ensemble demain. Néanmoins, on a les Lumières aussi dans le théâtre, donc avec, comme son nom l'indique, une dimension beaucoup plus philosophique. Voilà. Donc, on va apporter une dimension très philosophique au théâtre, avec des dramaturges notamment comme Voltaire. Parce que oui, Voltaire a fait des essais, donc de la littérature purement philosophique. Il a fait des romans, donc des histoires, mais il a aussi fait des pièces de théâtre. Donc, c'est un dramaturge. Un dramaturge, c'est quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre. Et il va utiliser la scène comme une tribune pour diffuser des idées progressistes. Une tribune, c'est par exemple, tu vois, l'Assemblée, tous les sièges comme ça en rond, etc., avec plein d'hommes influents, plein d'hommes d'État, et bien une tribune, c'est ça. Du coup, il va se servir du théâtre pour faire passer des idées progressistes, donc sur l'homme, sur ses droits, la liberté, l'égalité, etc. On reverra ça plus en profondeur demain avec la Renaissance, ou de toute façon, on reviendra avec les Lumières. Mais en tout cas, voilà, c'était une philosophie et on se servait du théâtre pour promouvoir cette philosophie et notamment les droits fondamentaux de l'homme, les droits humains, liberté, égalité, etc., expression. Bon. Ok. Et du coup, ici, on va mettre en place un dialogue théâtral qui va être un petit peu le vecteur de débats intellectuels. Donc là, on va rechercher, non pas à faire rire comme avec les comédies, non pas à faire pleurer plus précisément comme avec les comédies larmoyantes, mais on va chercher à instruire et à diffuser des idées. On va pas du tout chercher à divertir, mais juste à bien diffuser des idées et des idées qui sont nouvelles. Bon, sur le plan scénique, on va avoir des décors beaucoup plus élaborés, beaucoup plus esthétiques que ce qu'on avait eu à la période classique. Donc, on a une volonté de faire vrai, de refléter la réalité, donc par des décors finalement très détaillés. On a aussi des dialogues beaucoup plus précis, moins grossiers que ce qu'on avait pu rencontrer dans la comédie classique.
Donc là, mettre en avant. Et là, c'est diffuser. Ensuite, on a le théâtre du 19e siècle. Alors, le théâtre du 19e siècle. Le théâtre du 19e siècle, ben, il est marqué tout simplement par la révolution romantique. Donc, on va avoir de nouveaux codes pour le théâtre. Alors, le romantisme, c'est pas du tout des histoires romantiques. Euh, voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Le romantisme, la révolution romantique, tout simplement, ça va être très axé sur l'homme, sur l'humain, sa relation avec son intériorité, avec la nature, etc. Le romantisme en littérature, c'est ça. C'est plus l'homme dans la nature et l'homme qui réfléchit sur lui-même. Bon. Et on va complètement revisiter les codes du théâtre et on va notamment voir apparaître le drame romantique. Et notamment avec notre fameux Victor Hugo. Donc on va rejeter les contraintes classiques, toutes ces règles, toute cette rigueur, toute cette rigidité. On va la rejeter, on va la mettre de côté et on va voir apparaître quelque chose de beaucoup plus libre au niveau de la création. Ce que je dis là, ça vaut pour le théâtre, mais ça vaut aussi pour la littérature en général. C'est pas seulement dans le théâtre, en général, le classicisme, le romantisme, que ce soit dans la poésie ou dans les romans, ça sera le rejet des règles classiques pour arriver à quelque chose de beaucoup plus libre au niveau de la création. Donc ce que je dis, ça vaut pas que pour le théâtre. Comme ça, c'est cool, tu vois le romantisme dans sa globalité. Mm. Euh, voilà, donc on sera beaucoup plus libre au niveau des règles, etc., au niveau de la création. Ça sera plus du tout les mêmes thèmes qui sont abordés. On va totalement rejeter la tragédie. On va faire du drame. La tragédie et le drame, bon, globalement, c'est quelque chose d'assez négatif. C'est quelque chose de triste. Mais dans la tragédie, on a cette notion de fatalité qu'on n'a pas du tout dans le drame. Le drame, c'est quelque chose qui peut survenir à n'importe quel moment. On peut avoir une histoire tout à fait commune et tout d'un coup avoir un événement triste. Alors que Ouais. dans la tragédie, on a tout ce qui va être passion, dilemme moraux et, comme tu l'as dit, cette notion de fatalité, de destin. Ça n'a rien à voir avec le drame. Bien que les deux soient axés sur la peine, enfin, quelque chose d'assez négatif. Mm. La spécialité d'Hugo, du coup, ça sera de mêler le sublime et le grotesque. Donc mêler le beau et le ridicule, le tragique et le comique, etc. Et ainsi, il va refléter un petit peu toute la complexité de la condition humaine, parce que la vie, c'est pas la fatalité, c'est pas on est enfermé dans un truc, on va mourir. La vie, c'est parfois des moments drôles, des moments tristes, etc. Donc, il va se servir de ces jeux de contradictions pour refléter un petit peu la condition humaine. Voilà. Mm. Euh, et du coup, il va illustrer toute cette rupture avec le classicisme, etc. On a aussi le mélodrame qui devient un genre extrêmement populaire. Donc là, je pense que je vais marquer tout ce que j'ai évoqué. Euh, on a le drame, on a le mélodrame, du coup le mélodrame qui se popularise. Le mélodrame, c'est caractérisé par des situations pathétiques, donc pathétique ça veut dire triste, et spectaculaire, etc. Donc, situation pathétique. On ne dira jamais triste dans la littérature, on dira pathétique.
Et un petit peu de moralité. Bon, les décors et les effets scéniques, donc les effets de scène, les jeux de lumière, les jeux de son, etc., vont être beaucoup plus intensifiés dans les mélodrames. Donc on aura des effets scéniques très très importants qui vont faire partie de la scénographie. Et ça va contribuer vraiment à comme une atmosphère immersive pour le public. Avant, dans le théâtre classique, on parlait vraiment de ce quatrième mur. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? C'est pas briser le quatrième mur, je crois. Voilà, c'est Ah, exactement ça. Alors, au théâtre classique, on a le quatrième mur, c'est comme un écran où il y a ce qui se passe sur la scène et les spectateurs. Et les deux ne vont pas interagir l'un avec l'autre. C'est vraiment comme quand tu regardes la télé. Et au 19e siècle, du coup, on va avoir les mhm. programmes qui vont immerger le public dans l'univers de la pièce, vraiment immerger le public, non pas pour briser le quatrième mur, on viendra briser le quatrième mur plus dans le théâtre contemporain, mais on commençait déjà un petit peu à le rendre beaucoup moins important. On commençait déjà à réduire l'importance de ce quatrième mur en cherchant à immerger le spectateur. Et après, on viendra totalement le briser dans le théâtre beaucoup plus contemporain du XXe siècle, etc. Mais déjà, on a quelque chose de beaucoup plus immersif pour le spectateur. Donc, je vais te le marquer, scénographie immersive. Ok, voilà. Et on a des didascalies qui deviennent beaucoup plus détaillées. On aura un souci du détail. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va avoir des jeux d'acteurs qui vont être plus perfectionnés, des décors, etc. Donc une scénographie beaucoup plus large. Les didascalies, c'est quand tu vas écrire, il y a les dialogues et il y a aussi les instructions pour les acteurs. Voilà, pour qu'ils savent un petit peu comment faire, les gestes, etc. Mais on reviendra dessus avec le vocabulaire. Ok. Voilà. On a aussi, ça c'est moins connu, je pense pas que vous voyez. Je pense pas du tout même. Ça, c'est une comédie assez légère avec pas mal de chansons, d'intrigues un petit peu enlevées, etc. Donc ça mêle intrigue, chansons, comédie légère. Donc, voilà. Ça a connu un grand succès aussi auprès du public, mais je crois pas que ce soit forcément au programme. Donc pour résumer, en seconde, vous balayez 3 siècles, 17, 18 et 19. Mhm. Le 19, le 18, c'est un peu entre les deux en gros, enfin, c'est le mix, ça me semble logique. Mais le 17e siècle, c'est vraiment la rigueur. Tout doit être millimétré, tout doit être orchestré. On a la tragédie, la comédie. Ensuite, là, ça commence un petit peu à se diluer autour du 18e siècle. Et le 19e siècle, on a totalement oublié du coup le 17e siècle. On est parti sur quelque chose de romantique avec des drames, avec des mélodrames. En tout cas, on va avoir un théâtre beaucoup plus poussé et on va s'extirper des règles classiques, tout simplement. Est-ce que tu as des questions? Non. Non, c'est nickel. Ensuite, on revient du coup au vocabulaire. Donc là, ça va être beaucoup plus facile pour moi de t'expliquer le vocabulaire. Du coup, je te laisserai pas mal de temps pour l'apprendre, enfin, du coup, jusqu'à la prochaine fois, parce que demain, on va faire histoire. Jusqu'à mercredi, c'est la prochaine fois qu'on se voit. Alors, le théâtre. Déjà, comment tu pourrais définir le théâtre de manière très générale? Si je dis juste le théâtre. Bah, c'est quelque chose où on fait des œuvres. Voilà. Voilà, le théâtre, ça peut être un bâtiment dans certaines villes. Bon, bah voilà, il y a des théâtres. Ça peut être un bâtiment, mais en littérature, le théâtre, c'est un genre littéraire donc, qui est destiné à être joué sur la scène. Le théâtre, autrement dit, ça appartient à la littérature. C'est un texte, mais un texte qui a vocation à être joué, donc tout simplement à être produit sur la scène. C'est tout simplement un spectacle vivant, le script d'un spectacle vivant.
Donc voilà, il y aura des dialogues, il y aura également des jeux d'acteurs, etc., des décors, des éléments de scénographie. Mais le théâtre retient juste que c'est un genre littéraire qui a vocation à être joué. Et toujours en tête cette notion de spectacle vivant. Ok. Même si en cours vous étudiez le texte, enfin le livre, en réalité ce sont des pièces qui sont jouées. Je te conseille d'aller un petit peu regarder sur YouTube comment ça se passe. Il y a des, il y a des scènes enfin, des pièces qui sont plus ou moins bien sur YouTube, mais on n'a pas accès à tout. Sinon, tu peux aller dans le théâtre de ta ville ou tout simplement à la Comédie Française si tu vis près de Paris, parce que la Comédie Française, très régulièrement, elle revient un petit peu sur les classiques. Donc, elle fait pas mal de choses assez contemporaines, assez nouvelles. Elle n'hésite pas Mhm. à mettre en avant voilà, de nouveaux dramaturges, mais elle repasse un petit peu les classiques et ça, c'est pas mal pour les étudiants et notamment les lycéens. Ok. Bon, ensuite, on a un dramaturge. Ça, je pense que tu sais ce que c'est. Oui, Dramaturge, c'est qui? c'est une personne qui écrit des poèmes. Enfin, pas des poèmes, mais des pièces de théâtre plutôt. Voilà. C'est la personne qui écrit les pièces de théâtre, tout simplement. C'est un écrivain, du coup, qui est spécialisé dans l'écriture de pièces de théâtre. Donc, il a l'habitude d'écrire à la fois des dialogues, de découper son texte en actes, d'écrire des didascalies, essayer un petit peu d'imaginer comment son texte pourrait rendre sur scène, etc. En tout cas, un dramaturge, c'est quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre. On a le texte dramatique. Donc, tout simplement, le texte dramatique, c'est le texte qui est écrit par le dramaturge. Voilà. Tout simplement, toi, ce que tu as dans tes livres, c'est du coup un texte dramatique. C'est pas un script, non, c'est juste un texte dramatique. Ok, on a la tragédie qu'on a évoquée juste avant. Donc ça, c'est un genre théâtral. Essaye d'avoir des éléments de langage comme ça, genre théâtral, etc., genre littéraire. C'est un genre théâtral. Ah, pourquoi je te mets pas mon grand depuis... Ah, bah. Du coup, la tragédie, c'est un genre théâtral où on va mettre en scène, tout simplement, comme on l'a dit avant, des personnages nobles, un destin fatal. Et très souvent, ces personnages nobles, ils auront des émotions dites nobles, comme les passions, la tristesse ou les dilemmes moraux. J'ai mis l'exemple de Racine, du coup sa pièce Phèdre. J'ai mis cet exemple-là parce que c'est tout simplement l'œuvre qui est la plus étudiée en termes de théâtre. Je ne sais pas si vous allez la voir. Mais on a tout simplement un personnage noble, Phèdre, du coup, qui est la reine d'Athènes et qui doit choisir entre un amour interdit ou tout simplement son devoir de reine. Donc respecter sa morale, etc. Vu que son amour est interdit. Bon. Du coup, il faut savoir que la tragédie, elle a pour vocation un petit peu de susciter la pitié et de susciter la terreur chez le spectateur. Le spectateur doit clairement avoir peur pour le personnage principal. On a aussi la comédie, du coup, qui est à nouveau un genre théâtral, donc qu'on a beaucoup observé au XVIIe siècle, comme on l'a vu ensemble. Donc la comédie, c'est pour faire rire, rire par des caricatures. Donc on a deux aspects. On a fait rire, mais on a aussi critiqué la société. Donc on va avoir des personnages assez grotesques où leurs défauts seront vraiment accentués. Pour qu'on en rigole, mais aussi pour qu'on se remette en question. Et je t'ai mis l'avare de Molière. Est-ce que tu l'as déjà vu? Jamais. L'avare de Molière. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire avare? C'est... non. Ça me dit quelque chose, mais non. J'arrive pas à dire la définition. Quelqu'un comme l'avare, c'est tout simplement quelqu'un qui va être très égoïste, très proche de ses sous, très axé sur soi. Et du coup, l'avare de Molière, c'est quelqu'un qui va avoir ce défaut-là, mais ce défaut va être vraiment très très aggravé. Ça va vraiment être très Ok. ridicule et du coup, ça va faire rire, mais ça va aussi critiquer ce défaut-là. Ça va pousser les gens à se remettre en question. Obsession sur soi, mais surtout sur l'argent, quelqu'un d'extrêmement radin. Voilà, donc c'est pour faire rire, c'est des caricatures, des défauts, soit de l'humain, soit de la société, donc la société du XVIIe siècle.
En tout cas, il y a la critique par le rire. C'est tout simplement se moquer de quelqu'un ou de la société. Ensuite, on a le drame romantique. Ça, c'est plus 19e siècle. Donc ça, c'est une comédie tragique. Voilà. Donc assez libre au niveau de la création. Et enfin, j'ai mis la satire. La satire, c'est quelque chose où on vous bassine avec ça en classe. Qu'est-ce que c'est? Hmm, c'est une forme de critique. Voilà, ça rejoint un petit peu la comédie. Bah, c'est plus une sorte de comédie, la satire. C'est vraiment quand on va critiquer quelqu'un de façon très très moqueuse, quoi. Donc que ce soit une personne, un groupe, une société ou un caractère, c'est vraiment on va se servir de l'humour et de l'exagération, de l'ironie pour s'en moquer. Voilà, c'est surtout dans la comédie, on va retrouver des formes de satire, tout simplement la moquerie euh, d'une personne ou d'une société. Voilà. Ça, c'était tout ce qui est autour du théâtre. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Non. On a ensuite la scénographie, ça c'est un peu moins drôle. Enfin, la scénographie, c'est tout ce qui va toucher à la structure. Donc les actes, les scènes, l'exposition, le nœud dramatique, les péripéties, le dénouement. Ça vaut pour le théâtre, mais ça vaut aussi pas mal pour enfin, toute la littérature en général. En fait, tout simplement, l'acte, une pièce, elle est divisée en actes, donc qui marquent un petit peu les grandes étapes de l'intrigue. À l'époque, en fait, les actes, c'était comme la scène, elle était éclairée par des bougies. On n'avait pas l'électricité, la scène était éclairée par les bougies. Et les actes, ça servait à rallumer les bougies quand il n'y en avait plus. Enfin, quand elles s'étaient éteintes. En fait. Du coup, voilà pourquoi on découpait la pièce en actes. Et ensuite, on a gardé du coup ces actes un petit peu comme une tradition, mais ça permet vraiment de découper la scène, enfin la pièce, euh, pour les différentes étapes, un petit peu comme les chapitres dans les romans. Voilà, ça permet de découper les différentes étapes. En général, on avait 5 actes dans la tragédie, enfin dans oui, la tragédie classique, plus communément les œuvres classiques. On avait 5 actes. Les scènes, c'est ce qui vient découper les actes. Voilà. Ça, c'est quand on doit faire rentrer ou sortir un personnage, on va découper en scène. Est-ce que tu as des questions? Non. Euh, Ensuite, on a l'exposition. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer ce que c'est que l'exposition? Alors là, je n'ai pas appris ça. L'exposition, c'est tout simplement tout le début. Tu sais, quand on va présenter les personnages, présenter le cadre, présenter l'intrigue, un petit peu pour que le spectateur comprenne là où il en est. Tu vois? On va avoir tout ce qui va être au niveau de la présentation. Donc, présentation de l'intrigue, on va essayer. En fait, tout simplement, ça va être le début. OK? Tous les éléments de contexte. Voilà, on va présenter en gros chaque personnage de manière directe, on va présenter un petit peu ce qui se passe, etc. Ensuite, on a l'exposition, le nœud dramatique, pardon. Le nœud dramatique, ça va être le point central de l'intrigue. Autrement dit, ça va être le paroxysme des tensions. Donc vraiment, le nœud dramatique, c'est le point culminant de l'intrigue. C'est là où il y aura un enchaînement de péripéties, en gros, qui vont mener du coup à ce nœud dramatique. Autrement dit, c'est le point central de l'intrigue. C'est toutes les choses mauvaises qui doivent se passer vont se passer. Le nœud dramatique, c'est exactement ça. En gros, le nœud dramatique, c'est ce qui va venir créer la tension. Soit ce qui va débloquer la tragédie, le drame, ou pour la comédie, tout simplement, quand le caractère du coup de la personne sera vraiment mis en exergue, sera vraiment montré. Le nœud dramatique, c'est ça. Ensuite, on a les péripéties. Les péripéties, ça, tu sais ce que c'est comme les romans. Oui. On a ensuite le dénouement. Le dénouement, c'est la fin.
c'est l'élément de résolution. Dans la tragédie, ça sera certainement la mort. Mais en tout cas, le dénouement, c'est le moment de la résolution. On a ensuite tout ce qui va être type de réplique. Est-ce que tu connais différents types de répliques? Pas vraiment. Non? Déjà, qu'est-ce que c'est une réplique? C'est euh, bah c'est une sorte de quand quelqu'un va dire quelque chose, c'est contre-argumenté, on va dire. Un peu comme ça. Les répliques, ça va tout simplement être à chaque fois qu'un personnage prend la parole. Voilà. Donc c'est tout simplement à chaque fois que il y a, tu vois, le nom d'un personnage, et après il y a son texte, enfin le texte qu'il doit dire, ça c'est une réplique. C'est à chaque fois qu'un personnage finalement vient prendre la parole. La tirade, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu as un exemple de tirade? Euh, La tirade, c'est tout simplement quand la réplique, elle va être un petit peu plus longue. Tu vois, il y a des dialogues, tout simplement, les personnages, ils échangent entre eux, et une tirade, ça va être quand un personnage, il prend la parole pendant pas mal de temps. Tu vois ce que je veux dire? hmm, je vois. Donc, finalement, quand ça va être très très long. Ok. Sinon, on a le monologue. Là, le monologue, c'est tout simplement quand le personnage, il est seul sur scène. Ok? Il est seul sur scène. La tirade, ça s'adresse à d'autres personnages, mais le monologue, c'est tout simplement quand le personnage, il est tout seul sur scène et qu'il va parler pendant très très longtemps. Donc souvent, il va exprimer ses pensées à voix haute. Entre autres, ben, tout simplement, il va profiter du fait qu'il soit seul sur scène pour voilà, exprimer ses pensées, etc., ses émotions. Ok. Est-ce que c'est clair? Oui. Retiens juste que la tirade et le monologue, c'est très très long. Mais le monologue, c'est quand le personnage est seul sur scène et qu'il veut dire un petit peu des choses voilà, qu'il ne pourrait pas dire devant les autres personnages. Donc pour expliquer ou quoi que ce soit. Oui. En gros, c'est quelque chose que que les autres personnages ne sont pas censés entendre. Comment? En fait, c'est quelque chose que les autres personnages ne sont pas censés entendre, quoi. Voilà, c'est ça. Les autres personnages n'entendent pas. Ok. Ok. Ensuite, on a le monologue, l'aparté. Là, l'aparté, c'est des répliques. C'est des répliques adressées au public ou à soi-même. Donc, tout simplement quand le personnage vient se faire des réflexions ou tout simplement quand on brise le quatrième mur et que ben, il s'adresse au public. Voilà. L'aparté, c'est ça. Donc, c'est pas long comme la tirade ou le monologue, c'est juste une réflexion du coup, que le personnage se fait soit à lui-même, soit au public. Enfin, on a la stichométie. La stichométie, c'est quand on aura un enchaînement rapide de répliques courtes. Tout simplement, quand par exemple, tu as plusieurs répliques qui s'enchaînent très très vite et qui font quelques mots, une phrase chacune. Voilà, ça c'est les stichométies. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Nickel. Alors, ensuite, quelle heure il est? Ça j'ai fait, ça j'ai fait. La règle des trois unités. Ok, ça j'ai déjà un petit peu fait. C'est tout simplement les règles du théâtre classique. Il y en a trois et elles doivent être respectées dans toutes les pièces de théâtre du XVIIe siècle. La première règle, c'est la règle des trois unités. Temps, lieu, action. Temps, ça veut dire une journée maximum. Donc l'intrigue Hmm. du début à la fin doit se dérouler en une journée. Pas pour le spectateur, hein, pour les personnages. Ok? Oui. La pièce, elle fera que quelques heures, mais en gros, c'est comme si c'était toute une journée pour les personnages. Alors que quand tu regardes un film, bah, parfois le film, il s'étend sur plusieurs jours.
Du coup, dans le théâtre classique, c'est pas possible, c'est bien. L'action doit se dérouler finalement en une seule journée. On a ensuite l'unité de lieu. L'unité de lieu, donc l'intrigue, elle doit se situer dans un seul endroit. C'est notamment pour essayer un petit peu de maximiser la tragédie. Tu vois, que les personnages se sentent un petit peu enfermés, qu'on soit dans quelque chose de clos. Voilà. Donc un seul endroit, il ne peut pas y avoir de déplacement. Et on a enfin l'unité d'action. Donc l'unité d'action, c'est une seule intrigue, en gros, une seule histoire. La vraisemblance, c'est le principe du coup selon lequel l'intrigue doit apparaître crédible. Enfin, tout simplement que ça doit ressembler à la réalité. Vraisemblance, ça vient de vrai. Voilà, donc il ne peut pas y avoir d'événements surnaturels, etc. Ça doit paraître vrai. Toujours dans cette volonté de susciter des émotions chez le spectateur qui puisse s'identifier, etc. La bienséance, c'est pas de violence, pas de mort, pas de scène choquante, pas d'insultes, pas de... Voilà. Donc la Ok. bienséance, c'est ça. Pas d'insultes, pas de violence. Donc là, j'ai mis un exemple, l'assassinat d'Hippolyte dans Phèdre, qui est raconté plutôt que montré. Donc voilà. On va vraiment chercher à faire quelque chose de propre qui ne puisse pas choquer. La bienséance, c'est pour que le spectateur ne soit pas choqué. On a les genres, donc là, c'est tout ce qui est lié au comique de situation, de gestes, de mots, de caractère, de répétition. Alors, donc comique de situation, c'est quand la situation va être drôle. Soit parce qu'il y a des personnages cachés sur scène, parce qu'il y a des scènes un petit peu de bagarre, parce qu'il y a des malentendus, des quiproquos, des situations totalement ridicules. En tout cas, voilà. Comique de situation, ça va être ça va être un petit peu dans la scène, voilà, dans la situation, quoi. Geste, ça va être, bah, du coup, comique de geste, comme son nom l'indique, ça va être tout ce qui va être geste, par exemple, je sais pas forcément d'exemple, mais l'exagération des mouvements, voilà, quand il va être en train de s'affoler, qui va bouger dans tous les sens, qui va faire que gesticuler, etc. Bon. Comique de geste, par exemple, il y a une action qui est répétée plusieurs fois en boucle. Bon, Mm. voilà, ça c'est du comique de geste. Comique de mots, ça va être tout ce qui va être sur le langage, des jeux de mots, des répétitions, des mots, pourquoi pas inventer, c'est tout à fait possible. Ou alors des mots qui n'auront aucun sens dans le contexte dans lequel ils sont utilisés, etc. Par exemple, un personnage qui va avoir des tics de langage. Donc voilà. Ça sera axé sur les mots, sur ce qui est prononcé. On a le comique de caractère. Ça, c'est le plus répandu, surtout dans la comédie classique. Comique de caractère, c'est quand on va caricaturer quelqu'un, on va exagérer ses défauts, tout simplement comme Ok. on a part. Et on a le comique de répétition, ça c'est vraiment qu'on va avoir des choses répétées. Est-ce que c'est clair? Oui. Ensuite, on a le vocabulaire de la mise en scène et après ça, on a fini. Alors, le vocabulaire de la mise en scène, c'est tout ce qui va être sur des choix artistiques. Donc, la mise en scène, c'est vraiment tout ce qui porte sur, on a le texte et la mise en scène, ça va être comment rendre ce texte vivant. Voilà, la mise en scène, c'est ça. Ça va être sur les costumes, le jeu des acteurs, les décors, etc. La mise en scène, c'est ça. C'est tout ce qui va comprendre toutes les autres choses autour du texte et qui vont servir à rendre le texte comme un spectacle vivant, donc qui pourra être présenté. Ensuite, on a les didascalies. Donc là, les didascalies, c'est tout simplement les éléments en italique qui vont un petit peu aider les personnages à se repérer. Par exemple, ça va être des indications pour les comédiens. Donc, que ce soit des gestes, des tonalités à avoir, des déplacements, etc. Toutes les petites indications qui vont servir aux comédiens. Ça sera enfin, en italique. Et le nom des personnages qui vont parler, ça fait partie des didascalies.
La scénographie, c'est l'organisation de l'espace. Donc tout ce qui va être le décor, les déplacements des personnages, l'éclairage, etc. La projection de la voix, ça c'est comment on va faire en sorte que comment ça s'appelle? Le comédien soit entendu tout simplement par le public, si on est dans une grande salle, etc. Est-ce qu'il faudra des voix off? Est-ce qu'il faudra des micros? Et l'improvisation, ça je pense que tu sais ce que c'est. L'improvisation, c'est tout simplement euh, tout simplement quand on a un jeu théâtral qui n'a pas été écrit, qui n'a pas été préparé, que tout d'un coup, ça n'existe pas dans le classicisme du coup, mais l'improvisation, voilà. C'est quand un acteur va prendre des initiatives sur scène sans que cela soit prémédité. Mais ça, c'est plus dans le théâtre contemporain. Est-ce que tu as des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Non, Non? C'est bon pour toi? oui. Nickel. Alors, si tu n'as pas de questions pour la prochaine fois, je vais te demander d'apprendre un petit peu l'histoire du théâtre, donc du 17e au 19e siècle, et surtout d'apprendre les mots de vocabulaire. Non, pour mercredi. Pour mercredi, parce que c'est trop juste pour demain. Donc tu m'apprends les mots de vocabulaire, un petit peu me retracer l'histoire du théâtre sur 3 siècles, et demain, on se retrouve pour l'histoire, et la prochaine fois, on fera des exercices en lien avec le vocabulaire. Ok? Ok. Est-ce que c'est bon pour toi?